Salut les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je pense que vous le savez, hein, ça y est, on y est. Je suis à Chamonix pour le gros objectif de l'année, la TDS. Juste un mot rapide pour vous dire que là je suis en plein montage, la vidéo va dangereusement s'approcher des 2 heures, peut-être un petit peu moins, mais bon quand même c'est beaucoup trop long pour une seule vidéo. Vous le savez, j'aime bien faire des vidéos longues, ne pas trop couper les rushs que j'ai pu faire pour vous faire ressentir au maximum ce que moi j'ai vécu sur cette course. Faire des vidéos courtes c'est bien aussi, hein, je dis pas le contraire, mais sur des ultras je préfère ne pas trop couper pour que vous ayez la plus grande immersion possible avec moi dans ces courses, que je puisse vous montrer le maximum, le plus de paysages possible, le plus d'anecdotes possibles sur les lieux que j'ai croisés, etc., etc. Mais là, pour le coup, en une seule fois, ce serait vraiment trop indigeste, donc je vais couper la vidéo en 2 morceaux. Là, vous êtes ici dans la première partie, la première moitié de course en gros, et puis la deuxième sortira un petit peu plus tard. J'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo! Donc nous sommes le lundi 26 août, on est arrivé samedi. La semaine à venir ici à Chamonix, c'est donc la semaine de la fameuse course de quartier, comme on la surnomme. Je parle évidemment de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui avec ses 176 km et des 1000 mètres de dénivelé positif est l'une des courses les plus célèbres du monde, si ce n'est la plus célèbre. De par son prestige et par son statut de finale des UTMB World Series, catégorie 100 miles, elle rassemble chaque année les meilleurs coureurs du monde et énormément d'amateurs qui s'élancent pour traverser 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse, afin de faire le tour du plus haut sommet des Alpes et de l'Europe occidentale, le Mont Blanc et ses 4806 mètres. Si vous vous demandez ce que c'est que ce petit bruit de fond, c'est l'Arve qui est juste ici. Tumultueuse l'Arve, donc la rivière qui traverse Chamonix et toute la vallée, hein, puisqu'on est dans la vallée de l'Arve. Mais donc même si l'UTMB est le point d'orgue de cette semaine, il y a plusieurs autres courses avant. La PTL a ouvert le bal ce matin en partant à 8h ou 9h, je ne sais plus exactement. Et il y aura plusieurs courses jusqu'à l'UTMB qui la clôturera à la fin de la semaine avec un départ vendredi soir et des arrivées jusqu'au dimanche. A noter qu'on ne peut pas s'inscrire comme on veut à toutes ces courses. Certaines sont réservées aux locaux, aux bénévoles ou aux partenaires comme la MCC, qui est également partie ce matin d'ailleurs à 10h je crois. D'autres aux jeunes, c'est le cas de la YCC ou YCC, mais ça sonne mieux en anglais. Et pour la PTL, qui plus qu'une course, c'est une aventure de plus de 300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif, il faut disposer d'un solide dossier attestant de ses capacités en haute montagne. Mais surtout donc les finals que sont l'UTMB, la CCC et l'OCC nécessitent d'avoir été tirés au sort. Pour ma part, j'ai tenté le tirage UTMB mais j'avais que 4 running stones glanés sur le Grand Trail du Saint-Jacques l'an dernier et c'est tout puisque j'ai ensuite abandonné à Nice en octobre. Et donc ça n'a pas été suffisant pour être choisi, ce qui m'amène aujourd'hui à participer à ce chantier qu'est la TDS. Petit aparté, ça m'avait été demandé par certains, donc vous inquiétez pas, je vous ferai très bientôt une vidéo décrivant les processus d'inscription, de tirage au sort, le mécanisme des running stones, l'index UTMB, etc., etc. pour participer à ces courses, c'est promis. Alors que ça se découvre là-haut. Donc la TDS, 148 km et 9300 D+ annoncés, acronyme de Trace des Ducs de Savoie. C'est un peu une course à part sur cette semaine UTMB, tout d'abord parce qu'elle a lieu avant les autres. On part ce soir lundi à 23h50, alors que les autres grosses courses sont plutôt en fin de semaine. Pas besoin de tirage au sort pour y participer, il suffit d'avoir un index UTMB suffisant. Et même si la course est longue, 148 km, on fait pas un tour complet du gros caillou. On part de Courmayeur en Italie pour arriver à Chamonix en France.
Donc on ne visite que 2 pays puisqu'on ne passe pas faire de coucou à nos copains suisses. C'est un tracé qui donne vraiment envie. Si la météo n'est pas trop affreuse, ça devrait être vraiment magnifique. Là pour l'instant on a vraiment de la chance et j'espère que ce sera le cas. J'ai reçu aussi pendant que je vous faisais cette intro un message de l'organisation disant que le parcours était inchangé. Donc ça aussi c'est bon signe. Et hier ils nous ont dit par SMS également que les kits canicule, mauvais temps, etc. n'étaient pas activés. Donc juste le kit de base, ce qui est un bon signe aussi. On entend beaucoup vis-à-vis de cette course qu'elle est plus difficile que l'UTMB. Je sais pas ce qu'il en est vraiment, je vous dirai quand j'aurai fait les deux. Mais c'est vrai que comme je le disais, sur le papier ça a l'air d'un vrai chantier. On a certes 30 km de moins, mais le rapport distance dénivelé est plus important. 9300 de D+, et 9500 de dénivelé négatif, à ne pas oublier. Et surtout ça a l'air beaucoup plus technique, voire même sauvage par endroits. Pour ceux que ça intéresse, j'ai décrypté un petit peu plus en détail le parcours et le profil dans cette vidéo. Alors je vous la mets si elle est sortie, ce qui n'est pas du tout certain. Sinon ça arrivera après. Bon, sur ce, je crois vous avoir dit à peu près tout ce que je voulais au sujet de la course. On se retrouve dans un instant pour le retrait des dossards. Du village expo, ça s'est complètement découvert, donc là on voit le dôme du goûter et le Mont Blanc. Plus grand village expo que j'ai pu voir. Encore plus que celui de la Altony Garnier pour la Saint-Élion. Bon, je fais un petit tour de Cham, je vous montre quelques images et puis une fois retourné au logement, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai vu. Si j'arrive jusqu'ici, je serai évidemment très content. Et voilà, je suis retourné au logement, je me suis posé tranquillement. Je vous montre rapidement ce que j'ai eu lors de ce retrait des dossards. Donc le dossard avec la puce, toujours la petite fiche ne m'embêtez pas, je dors. Si jamais on est sur un sentier qu'on veut dormir, on a juste à mettre ça de ce côté-là. De l'autre côté, c'est le drapeau français avec mon nom. On n'est pas obligé ça de le mettre sur le sac, c'est à notre bon vouloir. On a des petits tickets pour les assistances. Bon, moi j'ai pas de véritable assistance. Peut-être simplement ma maman qui à Bourg-Saint-Maurice me donnera de la nutrition, parce que sinon je suis obligé de tout emmener jusqu'à Beaufort qui est au kilomètre 91. Ça fait lourd dans le sac en essayant de manger grosso modo toutes les demi-heures. Donc voilà, elle pourrait au moins me délester de ça, ce serait une bonne chose. Et puis après il y a un sac de délestage qui est juste ici, donc les sacs UTMB, hein, dans lequel je pourrais mettre des affaires, notamment la nutrition. C'est surtout à ça que ça me sert personnellement, une tenue de rechange aussi pour Beaufort. Ils nous ont également donné quelques petits sacs à caca. Alors ils appellent ça sac à détritus, hein, mais t'es pénalisé si tu fais caca dans la nature. Donc tu es censé mettre là-dedans et puis garder jusqu'au prochain ravito. Personnellement j'espère que j'aurai tout simplement pas besoin de faire dans la nature. Le t-shirt technique de la course, donc voilà, avec toutes les courses dessus, il n'y en a pas un par course. Donc ça c'est ce qu'ils nous donnaient, et puis comme vous avez vu on passe aussi par une grande tente, une sorte d'énorme tente avec plein de produits Oka ou UTMB. Alors je me suis pas
Je me suis pas trop fait avoir, mais j'ai quand même acheté 2-3 trucs. Ça, j'en avais besoin. Ça faisait un moment que j'en voulais. Des chaussures de récup pour après. Ça va être agréable pour reposer mes petits petons après 150 bornes. Et puis pour les prochains trails. Bon, après, par contre, j'ai un peu fait le touriste. Mais voilà, j'aurai un souvenir UTMB. Moi qui mets tout le temps des casquettes. Une petite casquette UTMB. Et histoire d'avoir un souvenir de la course TDS, j'avoue que ce pull TDS spécifiquement m'a fait de l'œil. Donc je l'ai acheté. Voilà, donc après j'ai essayé de, vous avez vu, j'ai essayé de vous filmer un petit peu ce que j'ai pu pour que vous voyez comment ça se passe au niveau du retrait des dossards. Ils n'ont pas vérifié le matériel obligatoire pour le moment, je pense que ça viendra plus tard. On va être chargé sur la course, il y a beaucoup de choses qu'on est obligé d'emmener. Je vous mets la liste quelque part autour de moi, mais bon, comme d'habitude, c'est pour notre sécurité. Je vous ai dit en intro qu'à la base, je m'étais inscrit à la loterie UTMB, mais la TDS, c'est pas non plus un choix par défaut. C'est une course qui m'attire vraiment, que je voulais faire de toute façon un jour. Ça arrive juste un petit peu plus tôt que prévu. Niveau sensation, la prépa a été ce qu'elle a été. Si vous avez regardé les vidéos de prépa TDS, vous savez que j'ai le sentiment qu'elle a été un peu légère, mais au moins la certitude est que j'arrive pas à cramer. J'ai absolument aucun doute quant à mes capacités physiques pour terminer. Je sais que, hormis blessure, ce qui va jouer majoritairement, c'est le mental en seconde partie de course. La résistance, la résilience, c'est toujours la même histoire avec, je pense, Beaufort en point crucial. Il faut réussir à repartir de Beaufort. Mais je pense que j'ai appris grâce à mon abandon l'année dernière à Nice. Je sais davantage à quoi m'attendre après 24 heures de course. Je sais dans quel état d'épuisement je risque d'être et je sais que ça peut amener de mauvaises idées, comme l'abandon. Donc c'est un avantage de savoir que dans ces moments-là, il faudra être très fort mentalement pour repousser ces mauvaises pensées et aller au bout. Vous le savez, j'ai l'habitude de courir, hein, même des ultras de 100 bornes, je commence à bien connaître. Mais ce type de format, j'ai pas encore réussi. J'ai tenté et échoué une fois, donc aujourd'hui, je viens vraiment chercher un accomplissement. Et ça amène des sensations, des émotions, même en avant-course, qui sont différentes de d'habitude. La seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est évidemment encore et toujours la cheville droite, qui est toujours douloureuse à la moindre torsion. Ça ira si je la fais pas vriller, mais je sais que avec le terrain, il y a de grandes chances que ça arrive, donc je vais voir. Je ne sais pas encore si je la strap ou pas, parce que le strap, ça me gêne aussi quand même. Mais bon, voilà, il va falloir gérer aussi cette cheville. Allez, on s'approche doucement du départ. Moi, je vais aller finir mes sacs, me reposer, manger. Et puis, je vous laisse avec quelques minutes de partie engagée. Et on se retrouve à Courmayeur. Alors, qui dit objectif de l'année, dit partie engagée un peu spéciale. Aujourd'hui, plutôt que de m'attaquer à un domaine scientifique en particulier en lien avec l'urgence climatique, je voulais aborder un autre sujet, presque comme une discussion en rapport à 2-3 remarques que j'ai reçues, soit par message privé, soit en commentaire de certaines vidéos. C'était des questions plutôt formulées de manière différente, mais qui en gros voulaient toutes dire la même chose. Comment peut-on être engagé écologiquement et participer à l'UTMB ou à une course de l'UTMB ? Je crois que cette vidéo constitue le bon moment pour répondre. J'ajouterai simplement avant de commencer que plus que des remarques, c'était plus des questions, sans animosité. Et à ce sujet, je voulais vous remercier. Quand j'ai commencé, je pensais qu'en abordant le sujet de l'urgence climatique sur Internet, sur YouTube, au milieu de vidéos plutôt axées sport, divertissement, je me prendrais vachement plus de commentaires négatifs, haineux. Et le fait est que non, vraiment, quasiment pas. J'ai eu quelques commentaires un peu ronchons, essentiellement quand j'ai abordé la thématique de l'impact écologique de la viande. Mais franchement, c'était vraiment très très mineur. Ça se compte sur les doigts d'une main. Évidemment, j'ai pas 200 000 abonnés, je suis un minuscule micro de chez micro-youtubeur, donc je suis pas vraiment très exposé. Mais à tous ceux qui regardent et qui restent bienveillants même quand ils sont pas d'accord, je souhaitais vous remercier. Je suis intimement persuadé qu'il n'y a que de cette manière qu'on pourra avancer tous ensemble dans le bon sens. Pour répondre à cette question, comment concilier engagement écologique et participation à l'UTMB, je vais vous répondre en vous donnant ma vision des choses qui reste très personnelle en 4 points. Premier point, l'UTMB. C'est certes une course polluante, probablement la plus polluante dans le monde du trail, mais il faut garder en tête les ordres de grandeur. Certes, l'UTMB est polluante, source de nombreuses émissions de gaz à effet de serre, mais beaucoup moins que de nombreux événements. La très grande majorité des émissions émises par la course, comme n'importe quel événement international, est surtout liée au transport des participants qui viennent des 4 coins du monde, et pour beaucoup en avion. On cible beaucoup l'UTMB dans le monde du trail, mais cela reste mineur comparé à de nombreux autres événements internationaux qui vont du marathon de n'importe quelle grande ville européenne à, on en parle beaucoup en ce moment, un concert de Taylor Swift qui est suivi de partout dans le monde par ses fans. Mais je suis d'accord avec vous, cet argument seul ne suffit pas. C'est pas parce que les autres polluent plus qu'on peut se permettre de polluer en se disant « Ah, c'est bon, ça va, les autres polluent donc je peux le faire ». C'est le fameux argument de la France, c'est 1% des émissions, ce qui est faux en plus.
Concernant le système de qualification, on a des courses de qualif un peu partout dans le monde pour obtenir des running stones. Donc on n'est absolument pas obligé de prendre l'avion. Il y a des courses souvent près de chez nous où on peut en avoir, surtout en Europe où il y en a à foison. Tout ça, je le dis juste pour garder en tête que l'UTMB n'est peut-être pas non plus le boss de fin contre lequel lutter absolument, même s'il pourrait encore largement s'améliorer, hein, ça c'est sûr, notamment au niveau des sponsors. Voir Dacia, partenaire du plus grand événement de trail au monde, c'est sûr que ça fait un petit peu tâche. Dans notre tête à tous, trail, ça rime avec nature, pas avec voiture. Et effectivement, on aimerait entendre parler davantage de sponsors locaux, écolos, engagés, etc., etc. Néanmoins, concernant les transports, et je tiens à le souligner car j'ai vu très peu de grands événements faire ce genre de choses, l'UTMB essaye de limiter son impact carbone. Cette publication début juin avait particulièrement attiré mon attention, publication où il proposait des réductions sur les billets de train pour se rendre à Chamonix, et c'est assez rare pour être mis en avant. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Ils mettent également en place des navettes pour les familles qui veulent encourager les coureurs afin de limiter l'usage des voitures personnelles. Enfin bon, il y a quand même quelques efforts, même si c'est loin d'être parfait, on est d'accord. Un événement sportif de cette ampleur sera de toute façon toujours polluant, et là on entre dans un autre débat. Est-ce que ce modèle d'événements internationaux dans le sport, les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de foot, les tournois de tennis, les Grands Prix, etc., est-ce que tout ça est viable dans un monde où l'on doit drastiquement réduire nos émissions? C'est une très longue discussion à avoir, et j'ai pas la réponse. Deuxième point, mon impact personnel. Pour ma part, je m'y rends au covoiturage, donc ma participation aux émissions reste extrêmement faible. À moins que je me blesse au milieu de nulle part et qu'on doive dépêcher un hélicoptère pour venir me chercher. Mais ça, c'est autre chose. Troisième point, le recul que je prends vis-à-vis de mon choix d'y participer. Vous le savez, si vous me suivez un peu, l'engagement dans la lutte pour le climat est très important. Je fais chaque jour de ma vie attention à quasiment tout ce que je fais pour limiter au presque maximum mon impact écologique. Je connais mon empreinte carbone sur le bout des doigts en prenant en compte l'impact de ma participation à cette course et plus globalement de ma pratique du trail. Et vraiment, je me casse souvent la tête en prenant des décisions qui me coûtent socialement vis-à-vis de mes amis, professionnellement parce que je veux pas d'un travail qui soit trop polluant, dans mon couple parce que ma copine sait qu'on n'ira jamais passer des vacances à Hawaï ou à Bali. Je sais que ma passion de la course à pied, du trail, participe aux émissions, majoritairement le textile, les chaussures et les déplacements pour aller sur les courses. Mais je sais aussi que même en prenant ça en compte, je fais infiniment plus d'efforts que la majorité des Français et que mon bilan carbone est infiniment plus faible que cette même majorité. Cette phrase, elle peut paraître un peu condescendante, mais c'est juste un fait. D'ailleurs, j'en profite pour le placer. Pour ceux qui veulent calculer leur empreinte carbone, je vous mets de nouveau le simulateur en description. Quatrième point, ma santé mentale. Comme je le disais juste avant, je fais sincèrement beaucoup d'efforts au niveau écologique. Et c'est parfois compliqué, socialement, moralement, surtout lorsque l'on est entouré de personnes que l'on apprécie sincèrement, mais qui ne se bougent pas, qui ne prennent pas conscience de l'urgence dans laquelle nous sommes. Ça peut être un petit peu compliqué. Le sport, et plus précisément le trail, est devenu ma passion. Mais c'est aussi une échappatoire au quotidien qui me permet de mettre un peu de distance vis-à-vis de ma préoccupation constante face à l'urgence climatique et à l'inaction que je constate chaque jour chez beaucoup de mes amis jusqu'aux plus hautes instances politiques. Me priver de ces courses serait non seulement injuste, je pense, au regard de la proportion d'efforts que je fournis par rapport à la grande majorité, mais aussi, peut-être, je sais pas, un problème vis-à-vis de ma santé mentale, étant donné que c'est le seul domaine où je n'essaye pas d'être parfait et où je me permets quelques écarts. L'exemple le plus parlant est l'avion, que je n'ai jamais pris, moyen de transport que je refuse systématiquement, mais que je prendrai un jour pour la Diagonale des Fous, parce que c'est le rêve d'une vie auquel je pense avoir droit au regard de mes efforts, de mon implication quotidienne dans la lutte contre le réchauffement climatique. Que ce soit clair, je n'essaye vraiment pas de me faire passer pour un gars génial, un modèle, regardez comme je suis mieux que vous. C'est pas du tout ça, surtout qu'en plus ces efforts, la plupart du temps, ils sont faits silencieusement, ils sont invisibles aux yeux de mes amis, aux yeux de ceux qui ne vivent pas avec moi. Mais donc je suis loin d'être parfait, j'ai mes nombreuses stars, moi aussi, je vais pas vous les détailler parce qu'il y en a trop. Et je cherche pas à me plaindre de ces efforts que je fais. C'est d'ailleurs au final pas si difficile une fois qu'on est dedans, qu'on a commencé. C'est juste que je pourrais de toute façon pas vivre heureux si je le faisais pas, si je fermais les yeux sur tout ça, si je consommais à outrance, si je voyageais de partout dans le monde. Ça me permet en fait d'être en accord avec moi-même. Et je crois que c'est ça la chose à retenir sur comment je concilie mon engagement écologique avec une participation à l'UTMB. En fait, je sais que je maîtrise bien le sujet de l'écologie, de l'urgence climatique. Je sais quel est mon impact global et quel est mon impact ajouté en participant à cette course. Et connaissant tout ça, je me permets de participer parce que je sais que ça reste mineur. Même si c'est sûr que ne pas participer du tout,
ce serait encore mieux d'un point de vue émission. Mais je crois que je peux me le permettre vis-à-vis de mon impact global et de ce que je fais à côté. Mais encore une fois, personne ne demande de tout arrêter, hein. Simplement d'être raisonné dans les habitudes de vie, l'alimentation, la consommation, les voyages, etc. Et donc aussi dans la pratique sportive. C'est l'argument du « oh t'es écolo mais t'as un iPhone » ou « ah tu te dis militant écolo mais t'as pris 3 bains cette année ». Toujours garder en tête les ordres de grandeur et comprendre qu'on peut militer pour l'écologie sans avoir besoin de vivre dans une grotte avec seulement des allumettes pour nous éclairer. Je termine en faisant le lien avec autre chose, je voulais rebondir sur cette vidéo. Imaginez, vous êtes un coureur qui s'insurge contre le Dacia UTMB. Vous signez une pétition pour dire que c'est n'importe quoi. Imaginez, vous êtes cette personne. Et imaginez que juste après, vous vous inscriviez à la course que vous avez critiquée. Vous allez me dire, c'est pas possible. Regardez, je tape Simons dans le moteur de recherche. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Ah bah, il est inscrit. Et bien alors, on me dit, ça te gêne un peu moins cette année de venir. Qu'est-ce qui se passe? Il pollue plus l'UTMB. Oh putain, on va encore rigoler, hein. Alors vous le connaissez plus ou moins tous, hein, c'est un personnage dans le monde du trail, il me fait personnellement souvent beaucoup rire, je l'aime bien moi, Ugo Ferrari, le duc de Savoie. Mais là n'est pas la question, mettons de côté 2 secondes le messager et intéressons-nous au message que je trouve vraiment mauvais. On a un coureur, des coureurs même, puisque Kilian Jornet et Zach Miller ont fait des choses similaires, qui signent une pétition pour dénoncer le partenariat Dacia avec UTMB. C'est bien, non, que des athlètes connus et reconnus se dressent en défenseurs de l'environnement et utilisent leur image, leur voix, avec tous les risques que cela implique pour leur carrière, pour protester et faire comprendre que la direction prise par l'UTMB n'est peut-être pas la meilleure. C'est pas bien méchant et c'est hyper important. Ces gens-là, un peu comme Xavier Thévenard, qui milite beaucoup lui aussi, ont un impact beaucoup plus grand que moi avec mes pauvres vidéos, ou même que nous tous réunis. Mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'il n'apprécie plus du tout la course qu'est l'UTMB? Est-ce qu'il doit gâcher complètement sa carrière en ne venant plus jamais sur cette course, qui est la plus renommée de toutes, là où tous les meilleurs coureurs du monde s'affrontent, là où les sponsors et les spectateurs ont les yeux rivés sur les coureurs, là où il a une chance de se faire connaître davantage et peut-être de briller? Est-ce que c'est aux coureurs engagés, avec une liaison, soucieux de l'environnement, de payer un lourd tribut pour des décisions critiquables prises par des directeurs de course ou des personnes situées tout en haut de la pyramide du TMB? Est-ce qu'il n'y a que 2 choix, soit se taire et accepter, soit ne pas être d'accord et se barrer? Ça me semble un peu exagéré et je pense que c'est important d'avoir une liberté de parole de la part de tous, athlètes élites compris, sans que derrière ils soient jetés en pâture à la plèbe du duc pour avoir osé critiquer le saint UTMB, enfin le saint Dacia UTMB en l'occurrence. Enfin je sais pas moi, si j'adore mon boulanger depuis des années et qu'une année il se met à faire un pain mais dégueulasse, immonde, j'ai que 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je continue à bouffer ce pain qui me fait gerber sans rien dire, soit je me tire. Et ben pour moi il y a une 3e solution. Rester chez ce boulanger parce que je l'ai aimé pendant longtemps, parce que je l'aime toujours, lui faire remarquer que j'aime pas trop le nouveau pain, c'est pas ouf, que la nouvelle direction de la boulangerie, pareil, pas génial, et puis voir de quoi l'avenir sera fait. Enfin voilà, je vais pas épiloguer, j'espère que vous aurez aimé ma métaphore levurée. Encore une fois, c'est pas Ugo Ferrari que je critique, ça a l'air d'être un gars très bien, engagé aussi en plus, il a une marque de textile pour laquelle il a l'air de faire vraiment gaffe. Bref, c'est juste que le si tu critiques, tu viens pas, et puis derrière l'exposition sur les réseaux, le fait de le traiter de girouette, je trouve ça un peu limité comme réflexion. Surtout que le gars fait quelque chose de louable, quoi. On a besoin de voix pour dire les choses qui ne vont pas, même quand on apprécie globalement quelque chose. Un autre exemple récent que je vois là, c'est les JO. Est-ce que je suis d'accord avec la manière dont ça a été organisé, les étudiants expulsés, les histoires de travailleurs sans papier, les faux discours concernant la propreté de la Seine? Non. Est-ce que je considère que ce modèle est viable écologiquement pour l'avenir? Non plus. Et j'ai aucun problème à le dire parce que je me dis que plus on est nombreux à dire les choses, plus il y a une chance que les hautes instances se bougent. Mais pour autant, je me suis pas privé de les regarder parce que c'est un magnifique moment de sport et de partage. Et que je voulais pas rater ça. L'ambivalence, on l'a plus ou moins tous, mais c'est pas soit tout noir, soit tout blanc. Et heureusement. Allez, sur ce, j'ai encore parlé beaucoup trop longtemps. On se retrouve tout de suite à Courmayeur.
Et me voici bien arrivé à Courmayeur, donc en Italie, juste à côté du Mont Blanc, juste en dessous du Mont Blanc. On a passé le tunnel du Mont Blanc pour venir. On est donc dans la vallée d'Aoste, du nom de la ville, Aoste. Là, le départ se fait à peu près à 1230 mètres d'altitude. À noter que Courmayeur, c'est aussi un point sur l'UTMB, hein, c'est à peu près la mi-course, le ravito de mi-course. Et le départ de la CCC, Courmayeur Champex-Chamonix. Petite anecdote marrante, le Mont Blanc est situé sur la commune de Courmayeur. Donc ça en fait la commune tout simplement la plus haute d'Italie, hein, avec 4806 mètres en point culminant. Il y a une station de ski à Courmayeur, mais bon, à la base la ville a plutôt été connue au XVIIe siècle, à l'époque du tourisme thermal, pour ses sources sulfureuses, donc sources d'eau sulfurée, en gros qui sentent l'œuf pourri. Mais bon voilà, il paraît que ça a des bienfaits respiratoires et cutanés, donc c'était très prisé à l'époque. Là, tous les coureurs sont étalés un petit peu partout, hein. Il est 22h56, donc le départ est dans un petit peu moins d'une heure. Et puis voilà, je vous montre quelques images et puis on se retrouve sur la ligne de départ. Un saluto a nome del Comune di Courmayeur, Alberto Motta, con la Comune di Courmayeur. Allez, ça y est, ça fait 1,4 km qu'on est parti. Il y a un monde incroyable, que ce soit au niveau des coureurs ou des personnes qui sont venues encourager, accompagner. J'ai rarement fait un départ avec autant d'ambiance. On a fait un petit tour de Courmayeur pour commencer. Là, on est à 2 km de descente plat. Et après, jusqu'au kilomètre 11, on se prend 1350 D+, pour rejoindre l'arête du Mont Favre, en passant par un petit point d'eau à Checrouy. Tandis que là on traverse le premier cours d'eau de la course, la Doarbalte. Doarbalte qui se jette dans le Pô, le célèbre fleuve italien, qui lui-même se jettera dans la mer Adriatique de l'autre côté de l'Italie. Et là, minuit, honnêtement il fait chaud. Et on commence quand même par un petit air de Saint-Élion avec le serpent lumineux. T'es parti avec les bâtons d'Alain. Toujours le bâton d'Alain, hein, dans les bâtons d'Alain. Et voilà, alors quand il faut le dire, moi franchement, enfin je crois que je suis pas le seul, hein, je me sens, enfin on est plutôt triste là. J'ai fait un truc, regardez. Oh, ça va? Tu vois, il y a personne qui répond. Personne qui répond, ils sont tous dégoûtés d'être sur la TDS. Vous voulez être sur l'UTMB, ils sont marqués. C'est ça. Oh, vous avez vu, j'ai croisé l'ami Royal Bâtard qui fait de super vidéos.
pense que vous les regardez, mais si c'est pas le cas, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Il est très drôle. Et ça m'a fait plaisir de le croiser. On voit toujours Courmayeur en fond. Et les lumières électriques. Et voilà, j'arrive à Checrouy. Donc le col de Checrouy, refuge des maisons vieilles. Donc on est sur le domaine skiable de Courmayeur là. Et donc c'est le premier point d'eau. Premier point tout court. Et là j'ai tout ce qu'il faut, donc je vais même pas m'arrêter. Et j'ai déjà passé des 1000 des plus. J'ai vraiment été raisonnable au niveau de l'allure. Donc aucune difficulté pour l'instant. Allez, on continue de monter jusqu'à l'arrêt du Mont Favre avant de redescendre sur le lac Combat. J'ai dépassé le 10e kilomètre. On doit être à proximité du lac de Vest, lago di Vesso. Il va rester à peine 200 des plus d'ici le Mont Favre. Enfin d'ici l'arrêt du Mont Favre. Jusqu'à maintenant la montée était vraiment très roulante. Grosse piste de 4x4, de ski. Et là on arrive dans un secteur avec un peu plus de cailloux. Il n'y a pas grand chose hein, mais ça change déjà un petit peu. Bonjour. Ouais, c'est bon. Allez, arrête du Mont Favre, c'est fait. Mont Favre, lui, est un peu plus haut, de 1960. Mais bon, c'est rien comparé à tous les géants qui nous entourent et qui vont nous entourer pendant la course. Surtout sur ma droite, là, massif du Mont Blanc, avec le Mont Blanc en capitaine. Et on descend sur le lac Combal. Je crois qu'il y a quelque chose comme 500 ou 600 des mois. Bon, le gros de la descente s'est très bien passé, moins dur que ce que je pensais. J'arrive à avancer en étant relativement prudent, mais en n'étant pas trop lent non plus. Pas de risque pour la cheville. Par contre, j'ai décidé finalement de partir avec un bandage sur la cheville. Mais en montée ça allait, mais en descente ça me gêne, ça me fait mal. Donc je sais pas si je vais le garder. Donc là on va pas tarder à arriver au lac Combal. Premier vrai ravitaillement, boisson plus nourriture. Le lac Combal qui est un ancien lac qui aujourd'hui est rempli de sédiments en fait. Il a été formé il y a longtemps lorsque le glacier de Miage a formé une sorte de barrage en fait sur la Douar de Veny. Douar de Veny c'est une rivière aussi dans le coin qui se jette dans l'autre Douar dont on parlait tout à l'heure. Puis le Pô, puis la mer Adriatique. Bon, encore une fois on va pas voir grand chose hein, là. De nuit c'est vraiment dommage parce que il paraît que c'est magnifique ici. On est entouré de montagnes des deux côtés. Sur ma droite, massif du Mont Blanc avec des glaciers et des montagnes très très hautes. C'est un peu une frustration sur cette course d'avoir beaucoup de portions de vue. On rate beaucoup de jolis points de vue, notamment des moraines qu'on devrait apercevoir ici, qui sont des amas de roches en fait formés par les glaciers. Moi je distingue là à droite la forme des immenses montagnes qui nous dominent, mais vous pouvez absolument rien voir. Allez, on repart du lac Combal. J'ai réussi à pas y passer plus de 5 minutes. J'ai bien rempli quand même parce que bon, il fait nuit là, il fait pas chaud quand même à 2000 mètres d'altitude, mais donc on boit pas trop. Mais le prochain ravito est dans 20 bornes, celui de la Tuile, col du Petit Saint-Bernard. Et avant là on monte au col de Chavannes qui sera le point culminant de la course à 2600 mètres d'altitude. Je sais plus exactement, 5-6 km pour 650 D+ environ. Et pour l'instant je suis très content, aucune nausée. J'ai bien géré mon début de course niveau alimentation.
sais pas si vous entendez, mais à cette heure-ci les vaches ne dorment pas. 3 h du mat. Et derrière moi, encore les raies de lumière depuis le lac Combal pendant qu'on monte au col. Face à moi là, le petit raidillon lumineux, c'est l'ascension finale au col. Je distingue le col en lui-même qui va nous faire basculer de l'autre côté. Allez, c'est bien, bravo. Allez, et c'est l'arrivée au col de Chavannes. Bonjour. Bonjour. Allez, vous arrivez au col Chavannes. Bravo à vous. Allez, c'est parti pour la descente. Donc le point culminant de la course, 2006. C'est venteux, mais toujours en t-shirt quand même. Allez, on a fait la première partie de la descente. Là, je pense 200 ou 300 des plus, les plus raides depuis le col. Maintenant, c'est un peu moins raide. Je sais pas si vous l'entendez à la GoPro, mais on entend le torrent de Chavannes qui s'écoule sur notre droite. Là, on est dans le vallon de Chavannes ou vallée de Chavannes. Et on a une longue descente. Normalement, pas trop difficile, pas trop pentue ensuite, jusqu'au pied du col du Petit Saint-Bernard. Et ben, elle est longue cette descente, hein. Vraiment hyper roulante, faut courir, faut pas se faire piéger et trop accélérer, hein, parce que tu risques de te démonter les jambes pour toute la suite de la course. Là, c'était une allure assez tranquille, mais j'ai quand même déjà des douleurs aux jambes et aux adducteurs, alors que tout allait bien jusqu'à cette descente. Allez, ça va passer. Là, on est sur une sorte de balcon et à droite on voit toujours les lumières. Là ça descend pas mal, puis ça remonte en face. En bas ça doit être le pied de cette remontée au col du Petit Saint-Bernard. La France n'est plus très loin. Et ça y est, on est dans la redescente un peu plus raide. Ça fait presque du bien par rapport à avant. On change de muscle qui travaille. On repasse sur de la montée. Je préfère 50 fois plus ce type d'effort. Petit coin avec un peu d'ambiance. Non, je parle à ma GoPro, t'inquiète. Allez, super. Merci. Allez les gars, allez. Petit point. Depuis tout à l'heure, on alterne sur du vallonné, petite montée, petite descente. Pas trop technique, rien de bien compliqué. C'est un peu usant. Je commence à fatiguer. Ça va mieux, les adducteurs et tout ça, depuis qu'on a fini la descente roulante. Mais ouais, je commence à m'endormir un petit peu sur mes bâtons. Quelques petites nausées, mais ça reste gérable. Bon, c'est moins bien qu'au début, c'est clair. Et donc là, j'attends le lever du jour pour que ça me réveille. Il est 5h05 du matin. Je sais pas à quelle heure il se lève, mais je dirais dans 2 heures. Allez, continue à monter. On approche du col du Petit Saint-Bernard. D'ici 2 km, je pense. Là, on doit être juste à côté du lac du Vernet, même si on le voit pas. Entouré de plein de sommets, lui aussi. Il y en a un qui a retenu mon attention. C'est celui qui est vraiment juste au-dessus, qui domine le lac à 2960 et quelques mètres d'altitude. Le Lance-Branlette. Très joli nom. À gauche, il y a les appareils photo qui mitraillent. Alors, on a passé les appareils photo et c'est bien, il y avait un panneau
Pour protection de la nature, sol fragile, n'utilisez pas vos bâtons. C'est pas grand chose, mais c'est bien qu'il l'ait mis. Vraiment très raide cette montée. Et le lac dont je vous parlais est juste derrière moi. Donc ça veut dire que le lance-branlette est juste au-dessus. On le distingue un peu, mais pas à la caméra. Allez, c'est bien. Bravo, bravo. Allez, Susanna, allez, allez, allez. Allez, Maxime. Merci. Je suis là. Je suis là. Allez, ravito du col du Petit Saint-Bernard. Allez, là-dessus, le Petit Saint-Bernard, c'est fait. Frontière Italie-France. On quitte la vallée d'Aoste pour entrer dans la vallée de Tarentaise, en Savoie. Donc là, la haute Tarentaise, alors qu'on passe à côté de l'hospice du Petit Saint-Bernard. Je vous en parlerai juste après. À Saint-Bernard, petite anecdote, c'est ici qu'ont été créés les chiens Saint-Bernard, du côté du Grand Saint-Bernard aussi. Et voilà, c'est les deux. Et ce lieu, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été le théâtre d'affrontement entre l'Italie et la France, évidemment, puisque c'était, vous vous en doutez, un lieu stratégique. Ce qui nous amène à cet hospice du Petit Saint-Bernard qu'on vient de passer. Il a été créé au XIe siècle par Saint Bernard de Menton pour accueillir les religieux, les soldats, les pauvres, les pèlerins, enfin vraiment tout le monde. C'est un hospice qui a traversé les époques jusqu'à être partiellement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit et aujourd'hui c'est devenu un gîte d'étape. Ceci étant dit, on redescend sur 16, puis ensuite sur Bourg-Saint-Maurice. Un ravito à 16, mais Bourg-Saint-Maurice est 3 km plus loin, donc l'idée c'est de ne pas s'arrêter. Et on doit avoir, je sais plus exactement, autour de 1500 des mois. Je vous le mets en dessous de toute façon. Thank you. Enfin, je me suis trompé tout à l'heure, c'était pas l'hospice. L'hospice il est ici, à gauche. Ils sont à 1,5 km d'écart, l'autre bâtiment et cet hospice. Je sais pas si vous le détectez à la caméra, mais le jour se lève petit à petit. On va arriver à Bourg-Saint-Maurice 2 jours. Et là à gauche, dans ce gros caillou, se trouve la station de ski de la Rosière. Bon, on croise encore pas mal de cours d'eau, hein. Ruisseau de la commune, torrent du Reclus, mes souvenirs sont bons, qui descendent direction 16 et finissent par se jeter dans l'Isère. Et l'Isère, on parle beaucoup, hein. On la croise souvent dans les Alpes. La dernière fois en date, c'était pendant l'UT4M à Grenoble. Mais ouais, elle passe par ici aussi. Comme je vous le disais, la vallée de Tarentaise, c'est la vallée du désert. Les premiers points de vue, c'est pas grand chose pour l'instant, mais ça fait plaisir après la nuit. Et ben, ça se réveille doucement, hein, du côté des branches. Ça y est, 6h30 du matin, j'en prends déjà plein les mirettes. Et le jour qui se lève, comme prévu, fait du bien niveau fatigue. Rien à voir avec tout à l'heure. Des hauts, des bas, ça va être ça la course. Il va falloir réussir à les gérer. Quand ça va mal, j'essaye de me dire que ça va aller mieux ensuite. Et quand ça va bien, ça ira forcément un peu après. On voit déjà Bourg-Saint-Maurice en fond là-bas, avec un petit bout de l'Isère.
passe dans un petit moulin. Ça, je pense que c'est le Versoyen qu'on vient de traverser. Donc les rivières, etc. dont je vous parlais se jettent dans celui-ci, qui lui-même se jette dans l'Isère. On va arriver à 16, 6, je sais pas comment ça se dit, 16 je pense, SEZ. Ça vient de Sixtus 6, parce que ici à 16 avait été mise la 6e borne milliaire de la voie Milan-Lyon-Vienne. Pour l'anecdote, ces bornes elles étaient mises tous les 1000 pas romains, sachant qu'un pas correspondait à 2 enjambées. Donc, oui, je sais, vraiment pas logique. Et donc un 1000, c'était à peu près 1492 mètres, si mes souvenirs sont bons. Merci. Allez, ça doit être le village de 16. Donc il va y avoir un petit ravito auquel je vais pas m'arrêter. Merci. 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 Voilà. Celui-ci, il sert vraiment à rien. Ouais, là on voit beaucoup mieux. Je pense qu'on va monter là, comme ça. Donc pour Saint-Maurice dans 2-3 km. Et ensuite double cavé, direction le Presseur de Pralognan, en passant par le fort de la Platte, avec une petite redescente au milieu, mais voilà, double cavé quand même. Et c'est bien, je suis arrivé assez tôt à Bourg-Saint-Maurice, donc je vais pas faire ce double cavé en plein cagnard. Je crois qu'on le retrouve ici. Ah non, lui c'est le reclus dont je vous parlais. Je sais pas pourquoi ça me... Vous avez vu comme j'ai gueulé? Le cours d'eau c'est un délire. Je vais quitter ma copine pour un cours d'eau. Et me voilà à Bourg-Saint-Maurice. Merci. Merci. Bon Maxime. Allez Maxime. Merci. Bourg-Saint-Maurice. Je vais me poser un peu parce que j'ai mal aux jambes. La longue descente puis le plat après 16 ça fait mal. Je repars de Bourg-Saint-Maurice. Un quart d'heure d'arrêt. À peine plus parce que ils ont contrôlé le matériel obligatoire. Téléphone chargé, veste de pluie et couverture de survie. C'est chiant la couverture de survie à chaque fois parce qu'elle est au fond du sac. Pour Saint-Maurice donc, limite haute Tarentaise, moyenne Tarentaise. Après le moyenne Tarentaise ça va jusqu'à Moutier. Là-bas on passe à basse Tarentaise jusqu'à Albertville. Et on est parti pour ce double cavé jusqu'au Passeur. C'est le fort au-dessus. Ah, j'ai regardé. En fait, on se prend 1150 D+ sur 4 km 8.
J'ai oublié que c'était à ce moment-là. Je venais chier, je m'endormais sur les bâtons. Je me suis mis sur le côté 5 minutes couché, comme j'avais fait sur la Maxi-Race, sans dormir, mais juste histoire de me poser. Et ça m'a fait un peu de bien déjà. Juste histoire de stopper l'effort et d'arrêter de m'endormir sur les bâtons. Il y a une sorte de mur fortifié ici, mais je crois pas qu'on soit déjà au Fort de la Platte. Fort de la Platte, ils annoncent encore à 55 minutes. Un peu plus rapide du coup, normalement, vu qu'on est des trailers, pas des randonneurs. Mais bon, on va voir ça. En tout cas, niveau météo, on n'aurait pas pu rêver mieux. C'est incroyable, c'est complètement découvert. C'est tellement plaisir. On aperçoit le fort en haut là-bas. C'est beautiful. N'importe quoi. Il y a 2 secondes, je parlais en anglais avec des Suédois. Oh putain, ça prouve que je suis fatigué. Bref, c'est beau. Quelle drôle d'idée d'habiter ici. Quelle idée ils ont eu aussi d'aller mettre un fort là-haut. Donc le fort de la Platte, aussi appelé Blockhaus de la Platte ou fort des 2000, en référence à son altitude, 2000 mètres. Il a été construit à la fin du 19e siècle parce que les Français se sont aperçus que le royaume d'Italie était en train de militariser les Alpes. Donc ils ont construit des ouvrages de défense. Donc celui-ci, fort du Truc, batterie de Vulmix, je crois que c'est. Donc le long de l'Isère. Et voilà pourquoi on va avoir cet ouvrage militaire là-haut. Apparemment il a une forme un peu arrondie qui fait penser à Fort Boyard. On va voir ça. Et j'ai lu aussi que ce fort, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été intégré à la ligne Maginot pour nous protéger des Allemands et des Italiens avant que la France ne soit prise. Et aujourd'hui, c'est devenu une fromagerie où ils produisent du Beaufort. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais on est rentré dans le Beaufortin. Et un autre fromage, je crois, du fromage de chèvre. Je vais loin dans mes renseignements. Bah, je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble pas du tout à Fort Boyard. Ah tiens, bah, j'ai l'impression qu'ils ont mis un point d'eau ou quelque chose. Ah, il y a du coca en vente, j'espérais ça. Ça va être hyper cher, mais je m'en fous, j'en veux. J'ai oublié d'en prendre à Bourg-Saint-Maurice. Avec la caféine, ça va me réveiller un peu. 5 €. Ah, les enfants. C'était marqué Cormet-de-Rosemont, 10 km 5, 780 net plus, 780 des moins. J'avais entendu parler que ici, au niveau du fort de la Platte, et t'inquiète pas, je parle à ma GoPro. Il y avait un stand comme ça de gens qui se mettaient, qui vendaient des canettes. Ils en profitent de ouf, hein, parce que 5 € la canette quoi. Mais on est tellement assoiffés, c'est la portion du parcours la plus longue sans ravito et la plus difficile. On se prend 2000 D+, dont cette montée là qui était extrêmement dure. Mais bon voilà, en fait on est prêt à payer n'importe quoi dans cette étape pour avoir du sucre qui agisse rapidement et qui nous désaltère un peu. Mais c'est quand même des gens qui en profitent, il faut le dire. Là on va encore croiser des cours d'eau normalement. Ruisseau des Vieilles qui se jette dans le Charbonnet, qui se jette dans l'Isère au niveau du Versoyen. Je vous ai déjà parlé à Bourg-Saint-Maurice. Bon
le voit derrière le fort de la Platte. En fait, ce qu'on voyait autour, c'était l'enceinte protectrice. Et au milieu, il y a le fort et effectivement, il est tout petit avec une forme de... comme Fort Boyard. Bon, je m'endormais de nouveau sur ce sentier en faux plat montant, mais que personne n'arrive à courir quoi, après la montée qu'on vient de se taper. Ça va être dur. Bref, je m'endormais de nouveau. Et du coup, je me suis reposé 7 minutes exactement sur le côté, sans dormir. Mais ça m'a fait du bien. Si je dois faire ça une fois par heure, je ferai ça une fois par heure. Tant que j'arriverai pas à mieux gérer mon sommeil d'avant course, c'est ce qui se passera de toute façon. T'arrives plus à avancer, que tu t'endors sur tes bâtons, faut mieux faire quelque chose comme ça. Bon, je suis pas le seul. Bon, je sais pas exactement où c'est, je sais pas si on l'a passé. Normalement, dans le coin, il y a le col de Forclaz. Faut pas confondre avec le col de la Forclaz, celui du TMB. Ou sur le Maxi Race aussi, il y en a un. Et on devrait être à proximité des 5 lacs. Nous, on va en voir qu'un seul. Enfin, je pense qu'on va le voir, le lac Ezola. Il y en a 4 autres plus haut. Lac... Désolé si j'écorche les noms, mais je crois que c'est Rondet, Cornu, lac de Forclaz et lac Noir. Attention troupeau. Il y a une pancarte. En plein milieu des alpages là. Voilà. Le passeur doit être quelque part en face. Normalement on va redescendre un peu, puis remonter. Et là c'est ici le col de Forclaz. Ah, je vais pouvoir me mouiller la tête un peu. Vu que je suis dans un passage quand même un peu compliqué, je suis pas hyper mal ou autre, mais je le savais, hein, ce deuxième bloc est très dur. Du coup ce que je fais c'est que je me raccroche à genre des petits plaisirs simples. Prochain ravito, prochaine fois que je peux me mettre de l'eau sur la nuque. Je trouve que c'est ça aussi qui est sympa dans le trail, enfin dans l'ultra trail. Tu te rends compte de nouveau à quel point le confort de la vie quotidienne, on l'oublie, mais il est très confortable. Simplement pouvoir boire quand tu veux, dormir dans un lit. Et encore, on dirait que je fais un trek de 6 mois, mais ouais, je crois que j'aime bien ça aussi. Et après, quand il y a finalement accès, le plaisir est décuplé, quoi. Que ce soit une boisson fraîche, ton lit, une douche. Ça c'est bien parce que il y a des gens que je rattrape avec qui j'étais avant mes 2 micro-siestes. Donc ça me prouve que c'est efficace. Et ça fait de bien moral. Même si j'en ai rien à foutre du classement. C'est juste histoire de voir comment j'avance, quoi. Et le voilà en face, le lac Ezola. Ce qui veut dire que 4 autres sont plus haut derrière par là-bas. Magnifique. Bon là on est clairement sur le plus bel endroit du parcours depuis le début. Et là qu'au milieu des montagnes, c'est toujours quelque chose. Caméra embarquée parce que c'est compliqué là. Et ben cette redescente a été technique, hein. J'ai passé du temps dedans. C'est des portions qui paraissent rien comme ça sur le profil et qui en fait au sein desquelles le temps est décuplé, quoi. Allez, on remonte en face au passeur pour passer de l'autre côté de la montagne. Le passeur de Pralognan, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est
ici malheureusement que un coureur est décédé sur la TDS 2021. Alors à l'époque il passait de nuit, mais ça reste quand même un passage, alors je suis jamais passé hein, mais j'ai vu des images, ça reste un passage assez dangereux, exposé, avec des chaînes techniques abruptes, donc il faut faire très attention. Le passage vraiment dangereux n'a pas l'air très long, mais bon, quand même, il va falloir faire attention. Et toi, ça roule? Premier passage avec des chaînes pour monter en face. Allez, je suis au passeur Prelognan. Donc il permet de passer la combe de la Neva. À droite, il y a la pointe de Prelognan. À gauche, il y a la pointe noire. Et on va essayer d'être prudent dans ce passage. Allez, bah merci, bonne continuation. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie est déjà quasiment finie d'être montée, donc elle sortira très bientôt. J'espère que ce premier morceau vous a plu. Je fais pas de débrief maintenant, j'en ferai un final à la fin de la seconde partie. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite.